Bonjour à tous. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur l'e-réputation, personal branding, avec le titre de notre conférence « Les avis sont vos amis ». Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de vous démontrer pendant ces 45 minutes. C'est comment faire pour dompter les avis clients, comment faire pour en tirer le maximum de profit et meilleure partie. Donc, pour nous accompagner aujourd'hui, il y a ces trois personnes. Tout d'abord, je vous présente Fabrizio Orlando, qui est Industry Relations Manager pour TripAdvisor Europe. Je donne quelques chiffres, je ne sais pas s'ils vont apparaître derrière. TripAdvisor, c'est 490 millions de visiteurs par mois, 96 millions de membres qui déposent des avis, 730 millions d'avis et d'opinions et 256 nouvelles contributions chaque minute. Fabrizio, je vous laisse présenter rapidement TripAdvisor, peut-être. Merci Noémie. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je m'occupe des relations avec l'industrie de TripAdvisor en Europe. Donc, mon rôle, c'est exactement de faire sorte que la voix de l'industrie, des gouvernements soit écoutée chez TripAdvisor quand on crée des produits. Et je crois, bon, on a plein de données là. Je crois une donnée très intéressante quand on parle de 490 millions d'uniques visiteurs par mois. J'ai regardé un peu les données sur la France. Et la France est un des pays duquel on a plus de visiteurs. Et on parle de 200 millions d'uniques visiteurs par an. Donc, c'est beaucoup. Et je crois que c'est très intéressant la discussion d'aujourd'hui exactement pour ça, parce que chez nous, chez TripAdvisor, on a une communauté d'utilisateurs et spécialement en France, grâce aux données qu'on a, on a vu que la communauté, les utilisateurs font vraiment confiance à TripAdvisor. Donc, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Super. À côté de vous, il y a François-Michel Estival, qui est CEO de Guest Suite. Alors, Guest Suite, pour ceux qui ne sauraient pas, est une start-up nantaise qui propose un outil complet pour gérer l'e-réputation. Et avec une punchline que j'adore, simplifiez-vous la vie. Alors, François, je vous laisse présenter votre entreprise. Bonjour. Alors, Guest Suite, oui, c'est une start-up. Enfin, on sort du mode start-up, c'est-à-dire que là, on a passé le cap des 50 salariés. Historiquement, notre métier, c'est de permettre aux établissements dans le tourisme de reprendre la main sur les avis clients à travers 4 métiers. On leur permet d'écouter ce qui se dit, ensuite de comprendre ce qui se dit. Après, il y a le cœur du réacteur, on leur permet de collecter et diffuser de l'avis client, notamment sur TripAdvisor, mais pas que. Et on a un 4e métier qui est la réponse aux avis. Aujourd'hui, on a à peu près 4000 clients en France, principalement. 70% dans le tourisme, et là on s'est ouvert à des nouveaux verticaux sur d'autres métiers, l'automobile, l'immobilier, où les réputations et les avis clients deviennent un enjeu. Et donc on accompagne nos clients à comprendre comment maximiser les avis clients pour développer son chiffre d'affaires. D'accord. À côté de vous, Tim Newman, qui est le cofondateur de Marxito, la nouvelle enseigne de restauration rapide qui s'est implantée dans le 8e arrondissement. Vous avez travaillé avec Thierry Marx pour les recettes et Oraito pour le design. Alors, on a créé Marxito, qui s'est lancé il y a 4 mois, qui est au rond-point des Champs-Élysées. Et on s'est associé avec Thierry Marx, donc un chef étoilé, et Oraito, un designer, pour créer un nouveau réseau de fast-food casual avec un monoproduit qui s'appelle le Marxito. Donc Thierry Marx a créé une nouvelle forme de sandwich qui sont des galettes de sarrasin avec à l'intérieur des recettes incroyables. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on développera tout à l'heure, c'est l'e-réputation non seulement d'un restaurant, mais lorsqu'on a dans un restaurant un chef qui a 2 étoiles Michelin qui s'est lancé, il y a aussi sa réputation et la réputation de toutes les autres enseignes qu'il a pu monter autour. Super. Donc, on va commencer avec quelques chiffres que je me suis amusée à glaner sur les sites des uns et des autres, qui, je trouve, marquent bien l'ambiance et voilà, ça va répondre à pas mal de questions. Je vous propose de les commenter à chaque fois. Le premier, c'est 68% des personnes se fient aux avis en ligne pour commander un produit, consulter un médecin, réserver un restaurant ou un hôtel. Ça, c'était une source Nielsen. Donc aujourd'hui, la consultation des avis en ligne est un passage obligé de la quasi-totalité des consommateurs. Bah oui, je suis d'accord avec vous. On a mené, chez nous, chez TripAdvisor, on mène toujours beaucoup d'études pour comprendre un petit peu quel est le comportement des utilisateurs.
Et dans la dernière étude qu'on a menée en 2015 avec Focusrite, on a vu que 93% des utilisateurs de TripAdvisor ont dit qu'ils font confiance aux avis, que l'expérience qu'ils ont quand ils visitent un hôtel plutôt qu'un restaurant ou une attraction, les avis qu'ils trouvent sur la plateforme correspondent à l'expérience qu'ils ont quand ils vont dans cet endroit. Donc ça aide beaucoup à créer le sens de la communauté, qui est clé pour nous chez Trip. Et il y a aussi une autre donnée qui est très intéressante. Je crois que c'est 84% des utilisateurs ont dit qu'ils sont allés dans ces spécifiques restaurants ou ces spécifiques hôtels grâce au fait qu'ils ont vu des avis sur TripAdvisor. Donc là, je suis d'accord avec les données de Nielsen. On est toujours dans une dynamique de confiance aux autres utilisateurs qui mène quelqu'un à choisir d'aller dans un endroit. François, moi je vais vous faire réagir sur le deuxième chiffre que j'ai trouvé chez vous, qui dit que 80% des consommateurs ne consultent que la première page de Google, par exemple, ou de Trip, pour se faire un avis. Ils ne vont pas plus loin. Alors, dans l'usage moyen des consommateurs français, on consulte 7 ou 8 avis maximum afin de se faire une opinion sur l'établissement en question. D'où l'importance d'avoir toujours une première page de résultats, que ce soit sur Trip ou Google My Business ou peu importe, ou Trivago, qui reflète l'image de votre établissement. Donc il y a des enjeux sur cette première page. On sait que les utilisateurs ne vont pas beaucoup plus loin. Donc s'il y a des enjeux sur cette première page et qu'on sait qu'il y a une volumétrie, une fraîcheur qui est régulière, il faut qu'on soit d'autant plus attentif régulièrement à cette première page pour ne pas laisser traîner des avis trop négatifs sans réponse. La voix de l'établissement doit s'exprimer pour générer justement de la confiance. Et surtout, ce qu'on voit derrière ça, c'est que c'est un enjeu, puisque les personnes vont se renseigner et que cela a un impact. Maintenant, ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière pour optimiser ce levier marketing, finalement? Et je pense que c'est ce qu'on va aborder par la suite. Encore deux petits chiffres qui étaient encore assez parlants, je ne sais pas s'ils apparaissent bien. 80% des internautes préfèrent réserver dans un établissement qui prend la peine de répondre aux avis. Et 85% des sondés déclarent qu'une réponse pertinente à un avis négatif améliore leur impression sur l'établissement. Tim, je voulais savoir, vous, dans votre stratégie d'entreprise, il y a une part importante qui est donnée justement aux avis sur Internet. Vous prenez la peine d'y répondre quasiment systématiquement? Oui, on répond systématiquement, tant aux avis négatifs qu'aux avis positifs. Aux avis négatifs, on répond, et je développerai ça plus tard, en disant qu'on va faire mieux la prochaine fois et qu'on va en tenir compte. Et pour les avis positifs, on remercie. Voilà. Et on pense que c'est très important et de le personnaliser, quand il est possible même de signer avec son prénom en disant voilà, on vous remercie, compte revenez, etc. Oui, c'est important. Ce qui est important, j'ai d'autres chiffres ici qui peuvent peut-être compléter les vôtres. C'est que 54% des Français de moins de 35 ans se servent des réseaux sociaux pour influencer les autres en leur donnant leur avis. Et que 86% pour signaler leur insatisfaction et 82% pour vanter les mérites. Hein. C'est des chiffres de l'IFOP. Je trouvais que c'est intéressant de voir que, en ce qui concerne les mérites et les insatisfactions, on est à peu près au même pourcentage. Alors, je voulais passer à des cas concrets. Malheureusement, on a un petit problème de vidéo, donc je ne vais pas pouvoir vous diffuser la petite vidéo qu'on avait prévue. Vous l'avez certainement tous vu, il s'agissait d'un restaurateur dans le sud de la France qui a littéralement pété un plomb suite à une succession d'avis négatifs sur TripAdvisor et qui avait posté une vidéo où il essayait de remettre leurs clients à leur place en disant qu'ils n'étaient pas des inspecteurs du guide Michelin, globalement. Donc ma première réflexion, c'était tous ces avis qui rendent fous. Parce que c'est souvent ça, je pense que dans votre entreprise, vous devez y faire face à des restaurateurs des hôteliers complètement dépassés, qui ne savent pas comment gérer ça. Alors, quelle est la bonne réponse à apporter? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des avis négatifs ou des avis? Comment on gère ça? Quelle est la bonne situation? Il y a un premier constat, c'est que si on a des avis négatifs, il faut en prendre compte pour améliorer son produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chaque restaurateur ou chaque hôtelier a le droit de capitaliser sur la satisfaction client et donc doit s'outiller de solutions comme G Suite ou d'autres qui le font pour diffuser la satisfaction client.
Donc ça, c'est un droit de chacun. Vous avez des clients satisfaits, il faut capter leur satisfaction. L'enjeu principal derrière un avis négatif, ça va être effectivement d'y répondre avec une distance émotionnelle importante, pour ne pas que ce soit comme dans le cas dont vous parlez, j'imagine, du restaurateur avec son couteau, c'est ça? Oui, avec le couteau. Voilà. Je pense qu'on doit garder la main sur la réponse, même si nous on propose ce produit d'externaliser, le restaurateur doit garder la main sur la réponse s'il est capable d'avoir une distance émotionnelle dans la réponse qu'il va apporter. Et la réponse qu'il va apporter, il doit la faire non pas pour la personne qui a déposé l'avis négatif, il doit la faire principalement pour les futurs prospects qui vont lire l'avis négatif et la réponse. Donc il y a tout un process, une méthodologie à suivre qui est assez simple. Voilà. Alors cette peur qui a été mise en avant dans cet exemple-là, effectivement on la rencontre beaucoup parce qu'ils n'ont pas conscience encore ou pas la maturité suffisante de se dire qu'il existe des moyens de reprendre la main. Et en reprenant la main, ces quelques avis négatifs vont venir crédibiliser la masse d'avis positifs qui va être générée. Donc il ne faut surtout pas vouloir effacer un avis négatif, au contraire, il faut venir l'alimenter par beaucoup d'avis positifs. Comment on recueille des avis positifs? Alors, il y a différentes possibilités, que ce soit par tablette, par SMS, par email, il y a différents canaux de collecte. L'idée, si je prends l'exemple d'un restaurant, ça va être de systématiser. À chaque fois, on nous pose la question, si vous avez passé un bon repas, vous avez passé un bon séjour, c'est de pouvoir avoir à disposition une tablette qui collecte un avis sur lequel la personne va pouvoir déposer sa satisfaction. Et nous, ensuite, on peut exporter cette satisfaction vers différents sites, différents canaux de publication, que ce soit des plateformes d'avis ou le site du client. Ça va être également le fait d'automatiser la collecte d'avis en se branchant à votre système de réservation, où là, on sait que naturellement, les gens insatisfaits s'expriment plus que les personnes satisfaites. Donc l'automatisation va naturellement faire augmenter la volumétrie d'avis positifs. Donc ça, c'est une deuxième clé. Et la troisième clé, c'est l'éducation, parce qu'il y a beaucoup d'humains aussi derrière la satisfaction client, c'est l'éducation des salariés de l'hôtel, du restaurant ou des établissements qui doivent partager, faire ressentir ce besoin de communiquer sur l'expérience vécue en notamment incitant les clients à déposer un avis positif si possible. Donc il n'y a pas que de l'outil, il y a aussi de l'humain. D'accord. Vous vouliez rebondir, Fabrizio? Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et je crois que la chose très intéressante chez nous, chez Trip, c'est que quand on a mené des autres études, on a vu que 94% des personnes qui ont participé à l'étude ont dit que la réponse du propriétaire du restaurant ou de l'hôtel est plus importante de l'avis même. Et on donne la possibilité au propriétaire d'avoir le dernier mot, disons. Donc l'utilisateur ne peut plus répondre à la réponse du restaurateur. Et là, c'est important de voir que les utilisateurs de TripAdvisor font confiance au propriétaire. Donc, quand ils voient qu'un propriétaire a répondu à un avis, en disant merci pour votre avis, je vais prendre soin de ce qui s'est passé et donner une explication personnalisée, là, ça a beaucoup plus de poids spécifiques dans la décision d'un utilisateur si on compare ça à l'avis même. Donc là, je suis totalement d'accord. Alors, dans cet esprit-là, moi, pareil, je voulais faire un petit clin d'œil rigolo. Mon deuxième point, c'était comment faire pour devenir numéro 1 sur TripAdvisor. Et vous avez peut-être tous en tête l'exemple de ce journaliste de Vice, Uba Butler, un Anglais qui s'est amusé à créer une page pour un restaurant fictif dans son jardin et qui, en 8 mois, est parvenu tout en haut de la liste comme étant classé le restaurant numéro 1 de Londres, alors que personne, bien sûr, n'y avait jamais dîné. Alors, voilà, ça c'est l'exemple, c'était pour rire un peu, l'exemple que si on utilise bien, effectivement, tous ces outils digitaux, si on utilise bien les avis, il y a possibilité de se classer et du coup de bénéficier de retombées. Alors, un peu plus techniquement parlant, comment on fait pour monter tout en haut? Quels sont les outils que TripAdvisor met à disposition des établissements pour remonter dans la liste? Et après, vous autres, comment œuvrez-vous pour aider les établissements? Bon, alors, si on considère les outils qu'on met à disposition, les rankings en général, il faut considérer que le ranking est donné de la qualité des avis, donc la note moyenne d'un restaurant, par exemple, dans ce cas-là. Après, la quantité d'avis, bien sûr, joue un rôle très important. Et après, c'est la période dans laquelle les avis ont été laissés. Donc, un avis qui a été laissé ces mois-là a
un petit plus de poids par rapport à un avis qui a été laissé il y a un an, par exemple. Donc on considère ça aussi. Après, quand on parle du Shed, du resto à Londres, Oui. là, la façon dans laquelle chez nous, chez TripAdvisor, on identifie les fraudes, par exemple, est liée aux avis qui sont laissés. Par exemple, si moi j'ai un restaurant, tous les avis que les utilisateurs de TripAdvisor laissent suivent un même modèle, donc ce qu'on appelle pattern. Quand il y a des avis faux, on voit à travers notre logiciel qu'ils suivent une démarche, disons, différente. Là, c'est un restaurant faux. Donc, tous les avis étaient faux. Donc, il n'y avait pas forcément un pattern réel à suivre. Donc, on n'avait pas la possibilité de regarder pattern réel contre un pattern faux. C'est pour ça que je crois que cet exemple-là n'est pas forcément un bon exemple quand on parle de fraude, par exemple, de comment on fait face aux fraudes. Là, c'est important aussi de dire qu'on avait identifié des avis qui étaient faux au début, donc on a baissé le classement des restaurants avant d'identifier le fait que les restaurants en général étaient faux. Mais on utilise le même logiciel des banques pour identifier les fraudes. On a plus de 300 personnes dans une équipe qui s'occupe exactement de faire des investigations, donc on est assez convaincu du fait que c'est pas du tout facile de tricher sur TripAdvisor. Mais là, c'était intéressant comme cas et nous a aidé en tout cas à répondre à ça. François, vous, Oui. alors dans le... Alors, je vais élargir un peu le sujet. Il n'y a pas que Trip, il y a d'autres plateformes, mais il y a Trip également. Nous, ce qu'on a imaginé, c'est un index maison qui s'appelle le Guest Score, qui reprend 5 critères qui influent l'acte de réservation et qui influent en parallèle le classement sur les plateformes. Il va y avoir la note globale, qui est quelque chose d'assez basique. Il va y avoir la volumétrie et la fraîcheur des avis, parce que les avis sont récents. Il va y avoir le taux de réponse à chaque avis. Il va y avoir le fait, est-ce qu'il y a en première page des avis négatifs qui impactent le sentiment positif ou négatif qu'on se fait sur ce restaurant. Et il y a également le classement local, quelque chose d'important. Donc on a plateforme par plateforme, sur ces 5 indicateurs-là, sur telle plateforme, vous avez 2 avis négatifs en première page, donc réagissez. Sur telle plateforme, vous avez 3 avis en manque de réponse, donc réagissez. Sur telle plateforme, vous avez collecté aucun avis en 15 jours, donc réagissez. Donc finalement, on a un tableau de bord plateforme par plateforme qui va venir impacter à la fois le sentiment du prospect qui va venir sur votre page, mais qui va également suivre alors on appelle ça des patterns apparemment, le pattern pour faire augmenter son ranking. Sur TripAdvisor, c'est assez simple, il faut avoir un espace propriétaire bien rempli, il faut avoir une bonne note, il faut avoir un taux de réponse satisfaisant, il faut qu'effectivement il y ait une notion de saisonnalité, alors selon les industries qui diffèrent. On connaît ces règles du jeu-là. Et une fois qu'on a intégré ces règles du jeu-là dans notre tableau de bord, le professionnel n'a plus qu'à se laisser guider en se connectant chaque matin, en sachant sur quelle plateforme il doit interagir. Alors, Tim, moi, je voulais vous faire réagir sur mon point numéro 3, qui était comment aller chez le client pour justement l'encourager à faire parler de l'établissement qu'il a visité. Alors, il y avait l'exemple d'un Italien qui a un restaurant à sushi et qui s'amuse à moduler la note de ses clients en fonction du nombre de followers qu'ils ont sur Instagram. Bon, ça, c'était donc un petit peu de e-marketing. Vous, comment ça se passe et quelle stratégie vous mettez en place avec Marxito ? Je pense déjà que le bon sens prime. Le bon sens, c'est quoi ? C'est montrer d'abord des très belles photos de ce que vous allez donner à manger, parce qu'au bout du compte, c'est ça qu'on vend. On vend quand même de la nourriture. Donc déjà, expliquer les recettes, montrer des belles photos. Et ensuite, ça c'est je dirais c'est le premier point. Ensuite, ce sont des témoignages de gens qui sont passés, qui ont été satisfaits. Voilà, je dirais que ça c'est les points essentiels. Et nous, on a la chance d'avoir un chef étoilé et qui produit ces fameuses galettes sur une machine qu'on a fait fabriquer en Bretagne, qui est une espèce d'énorme machine qui tourne et qui ressemble un peu à Charlie et la chocolaterie. Et donc, on a fait énormément de vidéos avec le chef qui est derrière sa machine. Donc, tout ça est en même temps un spectacle. En même temps, on met de la gourmandise dans les photos. Et puis, on raconte
on raconte à chaque fois une histoire des gens qui nous fournissent, expliquer que on n'est pas toujours bio, mais on est totalement sourcé, c'est-à-dire qu'on sait qui sont les producteurs qui nous fournissent, etc., etc. Donc je reviens sur le premier mot, le bon sens. Vous avez des recommandations aussi pour encourager les clients à laisser les avis. Alors on parlait tout à l'heure de laisser des tablettes, etc. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des actions commerciales, e-marketing qu'on peut mettre en place? Alors, non, parce qu'il y a une certaine, il y a la norme AFNOR qui nous interdit, par quelque moyens que ce soit, de biaiser la collecte ou la diffusion d'avis. Et la récompense est un mode de biais de collecte ou de diffusion d'avis. Donc nous, on s'interdit de mener des actions marketing pour générer des avis clients. Cependant, il est très important, pour moi la clé alors mettre en avant des belles photos, etc. Tout ça, c'est la partie image du restaurant ou de l'hôtel, et il y a la partie contenu créé par votre client, donc l'avis client. La fraîcheur, pour moi, est un point clé. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus confiance dans un restaurant ou un hôtel si l'avis est très récent et si il est construit. Donc il y a toute une démarche pour collecter des avis construits et récents, l'automatisation ou la formation de ces équipes pour collecter des avis au quotidien est pour moi une clé importante. Le fait de répondre de manière personnalisée et humaine, donc en signant avec un prénom ou autre, est également extrêmement important parce que ça va générer de l'identification. On va avoir le sentiment que s'il nous arrive quoi que ce soit, on va être écouté. Le fait de pouvoir mettre en avant des avis positifs, j'ai vu, c'est une nouveauté sur TripAdvisor, ça peut être également intéressant parce qu'on a tous le droit de capitaliser sur les clients satisfaits. Sur d'autres plateformes, sur Google My Business, ce sont des avis que l'on juge utiles, qui sont jugés comme utiles, qui doivent être mis en avant également. Sur Trivago, c'est encore autre chose. Donc chaque plateforme a ses propres règles et il faut absolument que vous soyez accompagné dans la compréhension de comment impacter vos avis clients et donc votre ranking sur chacune de ces plateformes, parce que tout n'est pas uniformisé encore. Quand on parle d'un avis client, on pense souvent négatif. Un avis client positif, il faut y répondre également? Alors notre conseil à nous, c'est d'y répondre. Après, il y a un contexte qui fait que toutes les entreprises ne peuvent pas répondre à tous les avis, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas le temps. La pire erreur quand on répond à un avis positif, c'est de répondre toujours la même chose à cet avis positif. Donc la difficulté, c'est de trouver des formulations personnalisées pour répondre à un avis positif. Donc il est plus facile d'externaliser la prestation de réponse à des avis positifs, puisque l'enjeu est moindre. Et nos équipes savent comment formuler différemment les réponses aux avis positifs. Par contre, la réponse à un avis négatif, elle est extrêmement importante, à mon sens, qu'elle reste dans l'établissement s'il y a assez d'hommes et de femmes pour y répondre. Parce qu'il y a tout un contexte que l'on ne connaît pas. Voilà. Je suis totalement d'accord, il faut répondre aux avis. On a vu que la communauté de TripAdvisor en général est très, très, très engagée. Donc les utilisateurs aiment bien s'engager avec des restaurateurs ou des hôteliers qui prennent leur temps pour répondre aux avis. On a vu que, surtout du côté restaurant, quand un restaurateur répond aux avis et donc montre son engagement avec la communauté, il y a le double de temps, le double de visites qui sont faites sur sa page. Donc c'est très important. Et j'ai reçu cette donnée vendredi, donc c'est la première fois qu'on les donne au public, mais on a vu que il y a 7,5% des personnes qui visitent la page d'un restaurant qui vont finalement y aller dans ce spécifique restaurant. Si on considère qu'un restaurant peut avoir, disons, 200 page views dans un mois, ça fait 33 personnes qui vont dans ce restaurant. Si on multiplie ça pour 2,2 personnes, qui c'est la moyenne, disons, des personnes, et on multiplie ça pour 30 euros ou 35 euros, on a 1155 euros qui sont gagnés par un restaurant qu'avec 200 page views. Donc le fait qu'un restaurateur ou un hôtelier s'engage n'est pas simplement un outil marketing gratuit, comme on disait tout à l'heure, c'est justement un retour d'investissement concret. C'est de l'argent qui vient depuis 20 minutes, 10 minutes, une demi-heure par jour à répondre aux avis. Donc c'est très important. Je vais élargir un petit peu maintenant aux réseaux sociaux parce que je sais, Tim, que c'était une question sur laquelle vous avez planché. Il
Il y a une étude toute récente qui vient de sortir, c'était un sondage IFOP pour Havas Paris et Auguste Debouzy, qui est un cabinet d'avocats. Et ils ont titré les réseaux sociaux, est-ce une zone de non-droit? Parce que les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Et il y a un chiffre assez édifiant qui est un Français sur deux considère qu'il a plutôt le droit de dire publiquement tout ce qu'il veut au sujet d'une marque ou d'une entreprise ou d'un dirigeant. Et qu'un Français sur trois considère qu'il n'y a aucune règle à respecter lorsqu'il s'exprime sur les réseaux sociaux, et donc que la liberté d'expression y serait sans limite. Je sais que Tim, c'est une question, un point sur lequel vous aviez un peu planché, quelque chose que vous trouvez relativement effectivement inquiétant, cette espèce d'anonymat et qui est complètement favorisé par certains réseaux sociaux. Oui, moi je pense la manière qui m'intéresse moi toujours, c'est le mot anticiper. Chaque réseau social a son public et il faut les traiter différemment. Si c'est Facebook, qui est aujourd'hui, c'est plutôt des groupes. Instagram, qui est très important dans notre métier de restaurateur, parce que c'est des photos de la gourmandise qu'on va offrir, et surtout c'est des posts de nos clients qui viennent. Et puis un peu moins pour nous qui est Twitter, qui peut nous servir pour prévenir des événements qu'on peut monter. Mais nous devons être on doit faire extrêmement attention, notamment à Instagram et à Facebook. Parce que Facebook, il y a une communication qui va très très vite à travers les groupes. Et Instagram, évidemment, les photos qui sont publiées, soit par nous, soit notamment par les clients, sont une grande source, de rejet ou de nouveaux clients qui vont venir. Vous avez un community manager qui gère tous ces réseaux ? On a engagé une agence pour le faire. C'est-à-dire qu'au début, on l'a fait nous-mêmes. Et depuis 15 jours, on a décidé de prendre une agence parce que c'est un métier. C'est un métier. Vous connaissez tous ces systèmes des likes. Donc l'idée, c'est toujours de voir qui a liké une photo, par exemple sur Instagram, et de pouvoir aller interagir avec tous ces likes. Donc oui, donc on a traité avec une agence. Alors, il y a aussi une partie qui parfois est un peu litigieuse et on a déjà entendu certains patrons d'établissements témoigner du fait que maintenant certains clients exigent, proposent, suggèrent qu'on leur fasse des ristournes ou qu'ils aient quelques avantages de façon à laisser des avis positifs. Quelle est la bonne méthode? Quelle est la marche à suivre quand ce genre de cas se présente à un patron? Moi, je suis contre. Je pense que c'est une grosse erreur et c'est extrêmement dangereux. Parce que si jamais, et il n'y a pas de raison que ça ne se sache pas, toute votre crédibilité, toute votre e-crédibilité disparaît. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne toucherai pas. J'imagine que vous acquiescez. Ce serait stupide de répondre positivement à ces sollicitations. C'est vrai qu'on voit l'émergence de personnes qui vendent leur notoriété finalement, qui vendent leurs followers et qui vivent de ça et qui essayent de s'adosser à des beaux restaurants ou à des beaux hôtels. Donc on sait que c'est une démarche qui existe. Les influenceurs, ça fait longtemps que ça existe dans l'hôtellerie, ça se développe dans la restauration, dans la mode, dans tous les domaines. Ça peut être intéressant de faire venir des influenceurs pour une ouverture d'établissement, pour un changement de carte. Après, succomber au chantage, parce que c'est un peu du chantage finalement. C'est j'ai des followers, donc tu me fais payer moins cher. Là, effectivement, il ne faut jamais tomber dans ce piège-là. C'est vrai. Chez nous, on considère comme fraudulent soit le comportement de l'utilisateur qui demande des remises, par exemple, en échange d'une bonne note. Et on a plein d'outils pour les restaurateurs, les hôteliers pour signaler ça à TripAdvisor. Et après, on considère comme fraudulent aussi l'autre côté, donc le propriétaire qui disent on fait un tirage à sort parmi les personnes qui laissent 5 bubbles sur TripAdvisor ou je vous donne une remise, des choses comme ça. Donc, on considère ça aussi comme fraudulent. Et on donne des pénalités quand on découvre ça, que ça peut être ne plus gagner un prix comme le Traveler Choice Award par exemple, où ça arrive jusqu'à un badge rouge, comme à côté du listing, et qui en fait dit aux utilisateurs, à la communauté de TripAdvisor, faites attention parce que ces restaurateurs-là, cet hôtelier-là a essayé de tricher le système. Donc nous,
on ne lui fait pas de confiance, donc faites attention aussi. Mais en général, nous, depuis 2015, je crois, on a collaboré avec la loi dans différents pays en Europe et on a contribué à fermer 75 sociétés, je ne sais pas comment le dire en français, c'est optimisation, donc les sociétés qui se font payer pour laisser des avis positifs sur les pages de restaurants ou des hôteliers. Donc on s'engage pas nécessairement que réactivement, mais aussi proactivement dans la recherche de ces compagnies et de l'enlever du marché. Alors, pour continuer sur notre leitmotiv qui sont les avis sont vos amis, je voulais vous parler de l'exemple tout récent du restaurant à Strasbourg, restaurant gastronomique Le Crocodile, qui, en fait, grâce à... C'est encore TripAdvisor, mais c'est pour l'exemple, parce que pour vous prouver que les avis peuvent mener loin, le restaurant a été élu meilleur restaurant gastronomique au monde, en se basant sur les avis des uns et des autres. Et le chef, du coup, a pu recevoir France 3 qui est venu, enfin, beaucoup de presse derrière et de télé. Donc, en termes de retombées gratuites, parce qu'il n'a pas eu à faire de marketing ou de campagne promotionnelle, ni rien du tout. Donc, c'est la preuve quand même que ces outils qui sont en partie gratuits peuvent quand même mener à des... Enfin, derrière, vous pouvez avoir des retombées financières importantes pour le restaurant. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce côté-là. Moi, on a fait une étude intéressante avec un cabinet comptable qui s'appelle BDO, qui est un grand cabinet, où on avait quelques centaines de clients en commun. Et on a différencié les clients que l'on avait en commun des clients qui n'utilisaient pas une solution de collecte et de diffusion d'avis clients. Et on a vu que le marché avait évolué de 5% en croissance de manière globale. Par contre, les établissements qui s'étaient outillés dans l'année avaient eu un chiffre d'affaires qui avait augmenté de 11%. Donc c'était la première fois qu'on voyait une corrélation de par un tiers de confiance, qui est un cabinet comptable, qui disait oui, c'est l'un des facteurs, c'est pas le seul forcément, mais c'est l'un des facteurs qui a fait que cet ensemble-là a augmenté plus rapidement le chiffre d'affaires que le marché en lui-même. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est un vrai levier. Je pense que la salle ici est assez mature pour comprendre que les avis clients, c'est une opportunité et pas un risque. Donc cette opportunité-là, il faut la maximiser. Alors il y a des outils gratuits, il y a des outils payants. La question est toujours le retour sur investissement, comment le mesurer. Mais aujourd'hui, la question est vraiment comment je m'y mets et pas est-ce que je dois m'y mettre. C'est vraiment, à mon avis, là où on en est tous. On ne peut plus éviter. On ne peut pas éviter aujourd'hui. Un restaurant, même s'il est très très bon, ne va pas générer suffisamment sans outils d'avis positifs en volumétrie et en fraîcheur pour se démarquer de la concurrence. On parle beaucoup, alors on n'a pas beaucoup parlé ici, mais la recherche locale est très importante. Comment faire en sorte, alors je sais que sur Trip, il y a différents niveaux de granularité, il y a recherche par ville, par département, par région, par pays, etc. Après, quand l'utilisateur est sur Google, il peut chercher aussi ce qu'il y a autour de lui. Et donc, toute cette recherche locale, elle provient de la fraîcheur des avis principalement. Et donc, même si le restaurant est très bon, naturellement, il ne va pas collecter suffisamment d'avis. Donc, il faut vraiment adopter une démarche proactive, s'outiller, former ses collaborateurs, parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'un outil, c'est aussi les hommes en interne, pour actionner ce levier marketing qui aujourd'hui rapporte de l'argent aux restaurants ou aux hôtels. Parmi les démarches, il y a un mode d'emploi sur TripAdvisor qui est intéressant parce que ce que certains professionnels reprochent à Trip, c'est que la page puisse être créée sans que ce soit eux qui en soient à l'initiative. Donc un client qui va dans un restaurant, super ou pas super, je crée la page, je dépose mon avis et elle échappe, en tous les cas au démarrage, potentiellement au patron. Donc globalement, si j'ai bien compris, TripAdvisor donne quelques recommandations. La première, c'est de se réapproprier la page, c'est-à-dire que le patron peut reprendre la main et du coup après il y a une espèce de logo qui estampille en fait la page comme étant vérifiée, c'est ça? C'est ça. En fait, s'il y a une page d'un restaurant par exemple qui a été créée par un client, le restaurateur peut envoyer un petit mail à TripAdvisor en disant ce restaurant c'est le mien. Bien sûr on demande des preuves du fait que c'est à cette personne réellement, mais c'est la première chose qu'on recommande toujours, c'est de prendre possession de la page. C'est totalement gratuit et ça donne la possibilité de mettre des photos, par exemple, de choisir des commentaires, de répondre aux commentaires, qu'on disait tout à l'heure, c'est clé, d'ajouter, par exemple, les horaires d'ouverture du restaurant
Et on a vu, on disait tout à l'heure, on parle du double des visites qu'un restaurateur peut générer simplement en s'engageant avec la communauté. Et un restaurateur ne peut pas s'engager avec la communauté sans réclamer la page. Après, comme vous disiez tout à l'heure, on a un petit badge à côté du nom du restaurant, c'est récent comme initiative, qui donne à la communauté, l'idée, on l'appelle Claimed Badge, c'est genre, ces restaurateurs à réclamer la page. Et donc, on donne la possibilité à la communauté de savoir que ces restaurateurs veulent s'engager avec la communauté de TripAdvisor. D'accord. Dans les points importants, je reviens dessus, parce que c'est pareil, pour avoir écouté certains restaurateurs qui parlaient des avis négatifs, il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur Trip, et enfin, vous en avez parlé, mais j'ai envie de souligner ça, qui est, à partir du moment où vous avez repris position sur votre page, et qu'il y a la direction qui fait une réponse, alors le client mécontent ou l'internaute masqué ne peut plus redéposer un avis. Donc la direction a le dernier mot. C'est ça qui compte aussi finalement, c'est ça, c'est d'avoir le dernier mot et d'être sûr que c'est pas noyé sous un flot de discussions. Pour moi, c'est pas important. Pour TripAdvisor, c'est sans doute un argument important. Pour moi, ce qui est important, c'est surtout que la réponse soit adaptée aux futurs prospects qui vont lire le commentaire. Il faut répondre à la problématique qui a été exposée dans l'avis négatif, il faut y répondre, mais il faut y répondre avec suffisamment de distance et d'intelligence émotionnelle pour générer l'envie et le sentiment que s'il se passe quoi que ce soit sur place, je serai écouté et ma demande sera écoutée. C'est extrêmement important. Je reviens juste sur l'espace propriétaire TripAdvisor. Toutes les plateformes proposent de récupérer sa page en tant qu'espace propriétaire. On peut parler de la page Google My Business ou d'autres. C'est extrêmement important parce que vous allez avoir la maîtrise donc, des photos, des horaires, etc. Et puis vous allez avoir accès à des outils d'automatisation, de récolte et de diffusion d'avis gratuits également. Donc c'est important, c'est une première démarche. La première chose, c'est que je récupère la propriété de mes pages, quelle qu'elle soit, sur toutes les plateformes. La deuxième, c'est que j'essaye d'automatiser des choses. Voilà, je m'approprie un outil. Et quand on est un peu plus mature, on va chercher à avoir une vue d'ensemble et à multidiffuser pour impacter là où il faut, au bon moment et au bon endroit. Aujourd'hui, vous, Tim, avec Marc Citeau, vous avez la main sur toutes les pages qui ont pu être créées. Vous avez créé sur tous les supports. Oui, on est sur tous les supports, mais j'aime bien le mot que tu utilises, ce mot émotionnel. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a un avis négatif, ça fait mal. Ça fait mal et il faut être très vigilant dans la manière dont on va y répondre. Parce qu'on peut avoir parfois un sentiment d'impuissance face à ces propos négatifs. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Il faut savoir qu'on a les mêmes outils que nos détracteurs et qu'il faut donc... Alors évidemment, ça c'est dans les cas qu'on peut considérer comme profondément injustes. Hein, et ça arrive souvent pour des raisons X ou Y qu'on pourra développer plus tard. Donc on a les mêmes outils. Il faut garder la tête froide, ne pas baisser les bras et trouver une réponse qui soit justement pas émotionnelle. Tu as tout à fait raison. Et on a une chance formidable, c'est qu'on a en effet le dernier mot. En général, je dirais, je suis d'accord. Il faut être pas trop émotionnel quand on répond aux avis. On a aussi des lignes guides sur TripAdvisor dans lesquelles on conseille comment répondre aux avis. Mais on en parlait tout à l'heure. C'est important de ne pas s'adresser que à l'avis qui a été laissé, donc à la personne qui a laissé l'avis, mais c'est de s'adresser à tous les utilisateurs de TripAdvisor dans ces cas-là. Parce que je dis tout à l'heure, on a 94% des personnes qui regardent un avis qui a eu une réponse, considèrent la réponse du propriétaire comme plus importante que l'avis même. Donc il faut s'adresser pas seulement à la personne qui a laissé l'avis, mais à toute la communauté de TripAdvisor si on veut si on veut avoir un retour d'investissement du temps employé pour répondre à l'avis. Alors j'aimerais rajouter une chose qui est une expérience personnelle. C'est Vanity Fair qui, lorsqu'on a ouvert Marc Citeau, il s'avère que le journaliste, dans un passé, on a eu une confrontation. Et à travers tout l'article, il m'a attaqué moi personnellement, alors que je ne suis pas une personne publique. Et avec Thierry Marx, on s'est dit,
qu'est-ce qu'on fait? Alors il m'a attaqué parce qu'il disait que j'allais accueillir les clients, demandant si ça allait bien, que je virevoltais dans la salle, comme, bon, bah, des choses, etc. Et on a décidé de ne pas répondre. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas répondre? C'est qu'on a regardé les autres articles de ce journaliste et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, c'était toujours des articles agressifs. Et donc, ça faisait partie de son ADN. Donc, il fallait surtout pas répondre. Donc, à chaque fois, il faut être extrêmement vigilant. Alors, évidemment, dès qu'il s'agit de clients, il faut répondre systématiquement. Dès qu'il s'agit de blogueurs ou d'influenceurs, il faut être extrêmement prudent, vérifier ce qu'ils ont posté avant, vérifier si on est un cas unique ou c'est quelque chose de permanent, ça fait partie de leur ADN. Et à partir de là, là, il faut prendre une décision personnelle. Si on répond pas. Parfois, il vaut mieux ne pas répondre. Très bien. Alors, on arrive à la fin de la conférence. Donc maintenant, je voulais vous donner la parole. Si vous aviez des questions à poser à nos invités. Je ne sais pas s'il y a un micro. Je vais vous passer le mien. Merci. Une grande partie de notre activité en tant que restaurateur, de plus en plus, c'est par la livraison. Évidemment, c'est une expérience client et des critères d'avis et de notation qui sont très différents puisque l'ambiance, le service, tout ça ne s'applique pas. Et donc, je voulais savoir si les plateformes de recommandation telles que TripAdvisor ou d'autres avaient l'intention peut-être d'appliquer des revues, des systèmes de notation différents ou en tout cas de créer des catégories différentes. Je ne crois pas que ça existe aujourd'hui pour les établissements qui font une grande partie de leur activité ou même exclusivement leur activité via la livraison. Je prends la question. Voilà. En fait, chez nous, on donne la possibilité de laisser des avis sur un restaurant, par exemple, seulement si la personne en question a eu une expérience directe. Donc, si moi, je commande de la nourriture depuis un restaurant et je la reçois chez moi, je peux laisser un avis sur la nourriture. Donc, pas nécessairement sur l'ambiance du restaurant si je ne suis jamais allé. Donc là, nous, on donne la possibilité de faire ça parce que c'est une expérience directe de la cuisine d'un endroit. À ce moment donné, on n'a pas une catégorie pour évaluer les compagnies qui s'occupent de livrer, si c'était ça la question. Oui, dans ces cas-là, oui, parce que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai l'expérience de la cuisine de cet établissement. La chose importante pour nous, c'est que l'expérience soit, ce qu'on dit, en première personne. Donc, ça doit être mon expérience personnelle, que ce soit positive, négative, etc. Et si ce n'est pas nécessairement le fait que je dois manger nécessairement dans le restaurant. La chose importante, c'est que je peux... Donc, parce que quand on évalue, par exemple, un restaurant, on a une première note, qui est la note générale, et après, on a des sous-notes. Bien entendu, si je commande la livraison, je ne peux pas évaluer l'ambiance du restaurant ou le service. Parce que là, je n'ai pas eu une expérience directe de ça, mais j'ai eu une expérience directe de la qualité de la cuisine de ces restaurants. Donc là, j'ai le droit, en tant qu'utilisateur, de laisser un avis. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonjour. Ma question s'adresse au monsieur de TripAdvisor. Vous disiez tout à l'heure que les classements sont réalisés en tenant en compte la récence des avis, leur nombre, etc. et également la qualité. Donc je voulais savoir en fait comment vous évaluez la qualité d'un avis, quels sont les critères qui font qu'un avis est plus qualitatif qu'un autre en fait. Voilà. Je crois que c'était un problème de ma capacité de parler en français peut-être. Quand je disais qualité, je n'entendais pas que l'avis d'une personne a une qualité supérieure à l'avis d'une autre personne, j'entendais la qualité en tant que note. Donc, bien sûr, le premier critère, c'est la note, disons, pas la qualité de l'avis, c'est la note qu'on laisse en tant qu'utilisateur. Après, il y a la quantité des notes. Bien sûr, un restaurant qui a 2000 scores aura un classement plus haut d'un restaurant qui aura 5 notes. Parce que, bien sûr, la quantité joue un rôle important aussi. Et après, c'est le fait d'avoir des avis plus récents.
D'accord, mais alors du coup, l'avis d'un utilisateur qui aurait laissé beaucoup d'avis précédemment sur d'autres restos ne compte pas plus qu'un avis d'un utilisateur qui n'a laissé qu'un seul avis. Ça compte, bien sûr, mais je ne peux pas vous dire exactement quelles sont les différentes nuances de ça parce que sinon ça va être un peu difficile Vous ne pour voulez pas révéler TripAdvisor. l'algorithme de TripAdvisor? C'est important, je crois, sur deux côtés. Un côté, c'est bien sûr, on suit la démarche de chaque utilisateur. Donc, il y a des utilisateurs qui s'engagent beaucoup avec la communauté. Et encore, je fais référence à la communauté. De plus que vous, en tant qu'utilisateur, vous vous engagez avec la communauté, votre avis aura un poids spécifique, un petit peu, on ne parle pas de grand-chose, un petit peu différent. Après, il y a l'autre côté qui est le côté utilisateur. En tant qu'utilisateur, on a vu que les utilisateurs font plus confiance aux avis des gens qui ont déjà laissé plein d'avis plutôt que les avis des gens qui ont laissé 2, 3, 4 avis. Donc il y a les deux côtés. Mais ça ne compte pas plus que ça dans l'algorithme. Excuse-moi? Ça ne compte pas plus que ça dans l'algorithme de classement. Le fait que justement les gens y accordent plus d'importance parce qu'il a laissé beaucoup d'avis, cet utilisateur-là, ça ne va pas influer sur la note. Je vous demande ça parce qu'on a vu parfois dans certains classements des gens avoir une note inférieure, être mieux classés. Donc on veut comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, comment fonctionne l'algorithme pour que quelqu'un qui a une note légèrement inférieure puisse passer devant quelqu'un qui a une note... voilà, donc c'est que la note seule ne compte pas dans l'algorithme. Je ne peux pas vous donner bien sûr tous les... Premièrement, parce que moi, je ne suis pas un ingénieur, donc je ne sais pas forcément comment ça marche. Et deuxièmement, parce que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas nécessairement, desquelles on ne peut pas nécessairement parler. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la note en tant que telle n'est pas le seul critère qui vous donne un classement plus haut ou plus bas par rapport aux autres restaurants. Il y a aussi la quantité de notes que vous recevez, il y a aussi le fait que les notes plus récentes sont un peu plus importantes que les notes qui ont été données il y a 1 an ou 2 ans ou 5 ans. Parce qu'on considère que dans ces classements, c'est important d'être toujours à jour avec ce qui se passe dans un restaurant. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour, voilà, je voulais poser une question par rapport aux avis anonymes. Donc, parfois, une entreprise reçoit des avis de personnes qui ne sont jamais passées dans l'établissement. Et comment lutter contre ces avis-là? Et voilà, c'est cette question que je voulais poser. Je crois que je ne suis pas le seul à répondre à ça. Je vous donne... Non, l'anonymat des avis en lui-même, il est garanti par certaines normes. Donc ils sont obligés d'accepter cet anonymat-là. Là, la problématique que vous exposez, ce sont plutôt des faux avis, j'imagine. C'est ça? Bon, après, la réponse je pense que TripAdvisor a un énorme travail à faire. Je pense qu'il a expliqué les moyens qu'ils avaient à leur disposition. Est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? Moi, je ne suis pas là pour les juger. On sait qu'il y a des faux avis sur toutes les plateformes, Google My Business, TripAdvisor ou autres. Nous, on prend le problème à l'inverse. On se dit, c'est une constante, vous aurez toujours quelques faux avis, mais la volumétrie d'avis positifs à aller chercher est tellement grande, parce que tous les jours dans vos établissements, vous avez des personnes qui viennent, que ça aura de toute façon un impact bien plus important que les quelques avis anonymes de voisins, de concurrents. Voilà. Finalement, ça fait très mal au cœur. On parlait d'émotions tout à l'heure. Ça fait très mal au cœur, ces avis négatifs. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Il faut regarder le potentiel à aller chercher d'avis positifs qui n'est pas, sur lequel vous ne capitalisez pas encore assez, je pense. Si je peux ajouter une petite chose sur ça, je suis totalement d'accord. En plus, ce qu'on a vu chez Trip, c'est que quand on parle d'avis, on part d'une courbe. Il y a des extrémités qui sont positives ou négatives à la fois, qui ne sont pas nécessairement représentantes de la réalité des avis. On a vu que 84% des personnes qui choisissent un restaurant disent « bon, là, je suis d'accord avec les opinions que j'ai lues par rapport à ces restaurants ». Donc, il y a bien sûr des extrémités, positives ou négatives, mais en général, les avis sont un bon réflexe de la qualité d'un endroit. Après, quand vous parlez de faux avis, des avis faux, on a des outils en place pour les détecter. Je parlais tout à l'heure des modèles, par exemple. Après, on a une équipe qui s'occupe exactement de ça. Mais voilà, je voulais ajouter ça. Et excusez-moi, j'ai une autre question. Si par exemple, je vois par rapport aux avis qui sont les plus récents, qui sont postés,
bah, ça va mettre en avant une entreprise. Si une entreprise a des avis, par exemple une trentaine d'avis, mais sur le long terme, alors qu'une autre entreprise a une trentaine d'avis, mais qui c'est sur du très court terme, est-ce qu'elle va être plus visible, plus mise en avant par TripAdvisor ou autre? Oui, oui, comme je disais tout à l'heure, le fait de recevoir des avis plus récemment, c'est une des critères qui aide un restaurant à monter dans le, ou à baisser, bien sûr, dans le classement. Pour répondre à ta question, la régularité impacte le classement. La régularité. C'est-à-dire qu'on peut faire une grosse opération et monter, être premier comme le faux restaurant sur un certain temps, mais au bout de X temps, ce restaurant, même s'il est faux ou s'il est vrai, s'il n'a plus cette régularité, c'est pas l'ingrédient majeur de l'algorithme de Trip forcément, mais c'est un des ingrédients, un des petits ingrédients qui font que la régularité apporte un plus pour le ranking sur TripAdvisor notamment. Merci. Merci. C'est très intéressant, mais dans une journée, il n'y a que 12 heures, peut-être des fois 15, mais pas plus. Donc pour sous-traiter, si on sous-traite les avis positifs, il faut dédier quel temps à peu près aux avis négatifs et combien ça coûte? Un ordre de grandeur. Ah, d'accord. Sur la sous-traitance de la réponse aux avis. Enfin, Alors, la gestion de l'e-réputation. la gestion au sens large. Au sens large, les plateformes. Oui, bah là, ça les dépend de avis. la taille de l'établissement, mais on est autour de 59 € à 89 € par mois. Voilà. Donc le prix d'accès, c'est 59 € par mois, qui vous permet d'écouter, de comprendre, de collecter et diffuser des avis clients. Et après, la réponse en elle-même, là, c'est un acte qui est beaucoup plus humain. Donc nous, on ne peut pas industrialiser, qui a un autre tarif. Et pour le tarifer, on regarde la volumétrie d'avis de l'année précédente que vous avez eue pour vous faire un tarif en fonction de la volumétrie qu'on estime avoir à traiter dans l'année à venir. Si je me permets de compléter ta réponse, Combien de temps, nous, on doit dédier pour gérer les avis négatifs? de nouveau, moi je pense que ça prend 1 heure tous les matins, 1 heure tous les matins et une heure tous les soirs. Ça dépend, mais ça va. Mais c'est pas tellement géré, c'est intéressant. C'est très important parce que ça permet de vraiment comprendre comment est perçu votre établissement, comment nos clients nous perçoivent. Et j'aimerais compléter ce que tu dis. Je pense que c'est très intéressant ce que tu fais, mais je pense que les réponses, c'est toujours mieux si c'est nous qui les faisons. Voilà, parce que c'est personnalisé, parce que c'est notre établissement, c'est notre chiffre d'affaires qu'on défend. C'est tellement facile du jour au lendemain de perdre tous ses clients avec des mauvais avis. Et Oui, donc on doit. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que tant que vous avez les ressources humaines pour le faire en interne, il faut le faire en interne. Si vous n'avez pas les ressources humaines, alors votre question, c'est combien de temps? Plutôt que d'aller vérifier tous les jours si vous avez des nouveaux avis, il existe des solutions comme la nôtre qui vous poussent des SMS ou des emails quand vous avez des avis que vous estimez négatifs. C'est-à-dire qu'au paramétrage, vous allez dire sur TripAdvisor, une note en dessous de X, pour moi c'est négatif, donc je veux un SMS ou un email. Sur Google, en dessous de X ou Y, c'est un avis négatif. Donc tout ça, ça va vous venir en push. Vous n'avez plus à aller avoir surveillé tous les matins ou tous les soirs ce qui se dit sur vous. Mais ça dépend énormément de la volumétrie d'avis que vous avez, forcément. Une question pour TripAdvisor. Est-ce que vous avez considéré d'intégrer un facteur humain dans vos classements? Alors, à défaut d'avoir des inspecteurs comme chez Michelin ou chez d'autres, je suis quand même sacrément étonné par le fait que vous ayez laissé passer un restaurant comme le Shed, qui soit devenu numéro 1 à Londres, donc qui est comme une grande capitale internationale, et que personne ne soit allé voir si oui ou non ce restaurant existait, ou même d'aller, en tant que salarié de TripAdvisor, aller valider le classement de ce restaurant. Il faut partir d'une considération. On a plus de 8 millions d'entreprises sur TripAdvisor. Donc, c'est impossible d'avoir le côté humain sur tous cet endroit.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est un pattern. Donc, quand il y a un restaurant, même si des restaurants qui existent réellement à la fois essaient de tricher, par exemple, sur TripAdvisor, là, c'est simple à le reconnaître parce qu'il y a des patterns, des modèles que les utilisateurs laissent quand ils laissent des avis. Donc là, quand il y a un restaurant qui existe vraiment et il y a des commentaires faux, c'est plus facile à trouver ça. Le souci avec les chats, c'est exactement ça. Il n'y avait pas un pattern réel à suivre, donc il n'y avait pas des exceptions à ce modèle. Donc là, au début, on a eu du mal à trouver le fait que ce n'était pas un restaurant qui venait d'ouvrir et qu'il y avait beaucoup de clients au début. Après, beaucoup avant la sortie de l'histoire sur Vice, on avait identifié des commentaires en tant que faux, qui ne respectaient le modèle créé par des autres commentaires faux. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc on a commencé à baisser le restaurant dans le classement. Et après, on s'est rendu compte du fait que le restaurant n'existait pas, finalement. Donc là, on a contacté les restaurateurs, on a dit on va fermer ça parce que ça n'existe pas. Quand vous parlez du côté humain, on a un côté humain. Je disais tout à l'heure, on a plus de 300 personnes dans une équipe qui s'occupe exactement de ça. Ils parlent toutes les langues, je vais dire, du monde, mais en tout cas toutes les langues qui sont présentes sur TripAdvisor. Donc là, ce qu'ils font, c'est de checker chaque commentaire qui est signalé, soit par le logiciel, soit par la communauté ou le restaurateur, et de voir s'ils respectent la modération, le contenu, et s'ils ne sont pas des commentaires fraudulents, donc des avis faux. Pour ce qui concerne les sheds, je vous ai dit, là, au début, on n'avait pas identifié ces patterns parce qu'ils n'existaient pas, le modèle, simplement. Dès qu'on l'a identifié, on a fermé les restaurants tout de suite, mais le côté humain, ça existe. Il y a une équipe très grande qui s'occupe exactement de ça, de contrôler les avis. Ce n'est pas un contrôle proactif, c'est un contrôle réactif. Dès que le logiciel, soit la communauté, soit l'industrie, donc le propriétaire, signale un commentaire, il y a le côté humain il y a des gens qui travaillent dans cette équipe qui vont là, qui parlent la langue dans laquelle le commentaire a été laissé, l'avis a été laissé, et ils contrôlent que ça soit conforme aux lignes guides de TripAdvisor d'un côté et de l'autre qui ne se soit pas fraudulente. Bonjour, moi aussi j'ai une question pour vous. Je parle ici des avis frauduleux et quand il y a dans un avis, une personne veut se venger sur une autre personne ou sur un employé et qui donne sa description, même voir son nom. Donc bien souvent on l'a dénoncé comme fraude, mais le temps de réaction ou la réponse qu'on a reçue de TripAdvisor, c'est de dire que ce commentaire correspond aux critères des clients, donc il ne va pas être enlevé. Moi, je dis simplement qu'en interne, par exemple, on a eu des gros problèmes avec notre personnel parce que la personne s'est sentie complètement dévalorisée. Et pour que ce commentaire soit enlevé, il a fallu faire appel à un avocat pour qu'il y ait une réaction. Alors qu'on a un mail où la personne nous menace de mettre des commentaires sur TripAdvisor et d'autres réseaux sociaux. Donc même si on se sert de ces documents-là, vous ne les enlevez pas forcément. Alors votre processus de filtrer les avis là-dessus au niveau de la fraude, je trouve que des fois c'est un petit peu difficile pour nous. Je disais tout à l'heure, bien sûr, on a des façons, on doit travailler, on doit continuer à travailler pour s'améliorer toujours. Il y a des situations dans lesquelles il y a des soucis, bien sûr. Disons que l'idée générale, c'est que c'est le logiciel, premièrement, qui individue les commentaires qui ne sont pas réels ou qui sont fraudulents ou des choses comme ça. Après, il y a le deuxième contrôle qui est un contrôle humain. Oui. C'est vrai qu'on appelle ça dispute of fact. On ne peut pas contrôler que chaque fois qui a raison, disons, entre le propriétaire et l'utilisateur. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a plus de 8 millions de business sur la plateforme. Ça serait impossible de contrôler chaque fois des petits détails. Sinon, ça serait impossible simplement. Donc, ce qu'on fait, c'est de faire des contrôles généraux sur la véridicité d'un avis. Après, vous avez toujours la possibilité en tant que propriétaire de signaler un avis et ce n'est pas qu'un contrôle. Donc, si vous êtes convaincu que l'avis est faux ou qu'il y a des soucis sur cet avis, vous pouvez le signaler jusqu'à 3 fois et il y aura toujours une personne différente qui va contrôler l'avis. Donc, vous aurez toujours une perspective différente par rapport à la personne qui va faire une petite investigation sur l'avis. Oui. Il y a des textes législatifs qui nous protègent. Bon, évidemment, mais ça demande des procédures.
C'est-à-dire que les éditeurs sont responsables des contenus qui sont publiés, donc on peut leur demander de les enlever. Il y a les hébergeurs également, lorsqu'ils savent qu'il y a un contenu illicite et qu'on peut le prouver, mais il faut le prouver à chaque fois, doivent les enlever. Et puis après, il y a des procédures pénales qui sont possibles pour concurrence déloyale si jamais il y a des faux avis. Ok, mais en concernant des faux avis, et quand ça touche une personne bien spécifique dans l'entreprise, est-ce que vous ne pouvez pas mettre ce commentaire en suspens jusqu'à que ça soit vraiment éclairci la situation? Parce que pendant ce temps-là, la personne vit très très mal. Enfin, c'est ce qui s'est passé chez nous, et c'est très difficile parce qu'on leur dit toujours « Oui, mais ça ne va pas vous toucher, on a écrit à TripAdvisor, ils vont l'enlever. » Mais jusqu'à qu'il y ait un temps de réaction, il peut se passer 3 semaines, 4 semaines, et la personne, elle doit vivre avec ça. Pour des gens qui ne sont pas protégés et qui ne sont pas forcément dans le management, mais qui sont dans l'opérationnel et qui ne comprennent pas ça, et ça développe une démotivation énorme. Ça peut être au niveau de la cuisine, ça peut être au niveau du maître d'hôtel. A priori, s'il y a un côté offensif dans le message, on enlève, on l'efface de la plateforme. On ne peut pas laisser un avis qui donne des qualités offensives par rapport à une personne. Si un avis dit la personne blonde dans la salle, ce n'est pas offensif. Si est utilisé un adjectif, par exemple, qui est offensif, ça va contre les lignes guides de la plateforme, donc on l'enlève toujours. Après, la chose qu'on recommande toujours à faire, c'est de signaler tout de suite l'avis et de répondre. Parce qu'une fois que vous répondez, avant qu'il y a les équipes qui font l'investigation, et après ils vous disent, bon, là c'est un avis faux, plutôt que c'est un avis offensif, on l'enlève, il faut toujours donner une petite réponse pour dire merci pour votre avis, mais et vous expliquer la situation. Donc là, ma recommandation, c'est toujours de signaler l'avis et d'y répondre. Après, une fois que vous avez signalé l'avis, c'est à nous de faire l'investigation, après de l'enlever. Je suis désolé si ça vous a pris 4 semaines, vous avez dit, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit beaucoup de cette signalation. Donc, on fait des investigations sur ça au fur et à mesure qu'on les reçoit. Donc, à la fois, ça peut prendre un peu de temps. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, bonjour. Une question pour Monsieur Estival. Vous avez dit à juste titre, le plus important est de collecter les avis. Vous avez juste parlé de la tablette. Comment donner un incentive aux gens de donner leur avis et comment, à part la tablette? Alors, il y a 3 modes de collecte grossièrement. Il y a l'email, il y a la tablette et il y a le SMS. Ce sont 3 canaux de collecte qui sont à votre disposition. L'idée, c'est que les 2 derniers, c'est-à-dire l'email et le SMS, soient connectés à un logiciel de réservation pour qu'ils soient automatisés. Puisque la volumétrie va générer de la fraîcheur et plus de positifs que de négatifs. Première chose. Et la deuxième chose, c'est l'éducation des personnes dans votre restaurant pour identifier des personnes ou des clients satisfaits et aller vers elles en leur demandant un avis, que ce soit pour une enquête interne, que ce soit pour laisser un avis sur les plateformes d'avis. À mon avis, c'est un travail qui est autant humain qu'un outil. C'est-à-dire que vous devez identifier le moment heureux. Alors, peu importe les industries, on a tous des moments heureux. Dans un restaurant, c'est la fin d'un repas, on a bien mangé. Ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que le chef est venu vous voir? Est-ce que le rapport qualité-prix était bon? Et là, il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment être tout à fait à l'aise en demandant, en invitant la personne à laisser un avis sur le dispositif qui est à sa disposition et qui va prendre moins de 30 secondes. Finalement, c'est une note générale, 2-3 notes que vous choisissez sur l'ambiance, le prix, peu importe la situation géographique, et directement l'avis. Et ensuite, nous, on gère le côté vrai avis, faux avis ou pas, avec des adresses IP, etc. Mais l'idée, c'est que l'homme doit naturellement ne plus avoir cette crainte d'être jugé. Les clients sont satisfaits, donc incitez-les à déposer un avis. C'est extrêmement important. D'accord, merci. Alors tout d'abord, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi j'ai une question, je travaille dans un hôtel avec une toute petite capacité. Pardon. Oui, pardon. Donc je disais merci pour votre présentation. Moi je travaille dans un hôtel avec une très petite capacité, à peu près 20 chambres. Et donc je ne peux pas générer autant d'avis TripAdvisor que mes concurrents qui auront par exemple 200 ou 150 chambres. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises en place? Est-ce que le nombre proportionnel d'avis par rapport à la capacité de l'hôtel ou du restaurant est pris en compte ou pas encore? Pas encore.
Mais de l'autre côté, c'est vrai que la chose très intéressante, je crois, de TripAdvisor, c'est qu'en étant un outil marketing gratuit, ça vous permet, même si vous avez une capacité mineure par rapport à vos concurrents, d'avoir le même outil. Donc, vous pouvez rejoindre la même audience qu'un hôtel ou un restaurant qui a une capacité beaucoup plus grande que la vôtre. Et là, je crois que c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, c'était répondre aux avis, engagez-vous avec la communauté, faites partie d'une communauté, en fait, parce que là, n'importe réellement la taille du restaurant ou de l'hôtel, en étant gratuit, tout le monde a la même possibilité de parler et de s'engager avec la communauté en général. On disait tout à l'heure, c'est 490 millions d'utilisateurs uniques par mois, donc c'est beaucoup de personnes. Et en France particulièrement, je disais, il y a presque 200 millions d'uniques visiteurs par an, donc c'est vraiment beaucoup. Donc vous avez l'opportunité de parler à 200 millions de personnes simplement en répondant aux avis. Et je crois que avant de rejoindre l'équipe de TripAdvisor, j'utilisais ça. J'utilisais l'application. Je crois que la chose qui était la plus intéressante pour moi, c'était justement ça, de donner à tout le monde les mêmes possibilités d'avoir une compétition avec les autres qui n'était pas nécessairement basée sur combien d'argent vous pouvez investir dans un outil de marketing. C'est gratuit pour tous. Si vous réclamez votre page, c'est gratuit. Vous pouvez mettre les horaires d'ouverture, des photos, répondre aux commentaires et ça engendre des visites, ça engendre de la visibilité. Je disais tout à l'heure, si on considère 200 page views par mois, on part de 1155 € générés que par TripAdvisor. Donc là, on n'a pas encore pensé à ça, merci. Mais en général, je trouve que la chose intéressante, c'est que ça vous donne la possibilité d'utiliser le même outil que personnes qui ont plus d'argent à investir dans le marketing. Je vous en prie. Bonjour tout le monde. Je voulais m'adresser aux représentants de TripAdvisor. J'ai une petite question. Je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs critères qui vous permettent de se hisser dans le classement. Je voulais savoir, est-ce que le restaurateur ou l'hôtelier qui paye le plus se hisse dans le classement? Est-ce que c'est vraiment un critère pertinent pour vous? Pas du tout. C'est très important cette chose, on ne l'a pas souligné. Il y a un côté commercial et un côté qui n'est pas commercial. Le côté commercial, vous pouvez, je crois que vous savez, vous pouvez acheter des services, etc. Mais n'importe si vous payez une subscription à TripAdvisor ou à la fourchette, ça n'aura jamais rien à voir avec le classement. Parmi les critères qui font le classement, il n'y a absolument pas le critère subscription à TripAdvisor ou payer des fees. Ce sont deux choses complètement différentes et je crois que c'est la chose qui rend la communauté si confiante dans TripAdvisor. N'importe si vous payez 0 par mois ou 1000 € par mois pour votre restaurant, pour votre hôtel, ça vous donnera plus de possibilités pour vous engager avec la communauté, bien sûr, mais ça ne touchera jamais le classement. Ce sont deux choses complètement différentes, complètement détachées. D'accord, parce que Google fait la même chose avec le référencement payant, du coup, avec Google, donc vous ne faites pas ça. Bah, je ne peux pas parler pour Google, je ne sais pas franchement. Non, après c'est un outil, hein. Je ne dis pas que c'est pas éthique ou autre, ça peut être une... Bah, je crois que la puissance de TripAdvisor, c'est justement la communauté. Et la raison pour laquelle elle est puissante, c'est parce que la communauté nous fait confiance. Nous fait confiance dans le fait que les avis sont réels. Nous fait confiance dans le fait que tout le monde a la même possibilité de s'exprimer sur TripAdvisor. Donc, si on laisserait le côté économique, sales, disons, avoir des relations avec le côté classement, par exemple, ça ne nous aiderait pas. Parce qu'on pourrait gagner plus d'argent, bien sûr, mais sur le long terme, on perdra des utilisateurs qui ne feront plus confiance dans TripAdvisor et dans le fait que payer, ça vous donne la possibilité d'avoir des outils, mais ça ne vous donnera jamais la possibilité de monter dans le classement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, il y a une dernière question. Après, je crois qu'il faut qu'on libère la salle. Alors, merci pour votre présentation à tous les quatre. Nous, on a un cas concret, donc on a une pâtisserie en Alsace, et ça rejoint un peu ce que disait la dame qui était là précédemment. Alors, je vais vous lire le commentaire qu'on a reçu.
La personne disait en fait, on peut, donc le commentaire sur la pâtisserie venait d'abord, et ça dit ensuite, on peut aussi mettre une petite mention à la rombière tatouée qui fait carrément tache dans le décor colmarien bourgeois assumé, qui est un commentaire quand même relativement agressif. Rombière, donc rombière, ça signifie simplement femme d'âge mûr, ennuyeuse, prétentieuse et un peu ridicule. Voilà, donc ça c'est un commentaire qu'on a reçu sur ce trip, qu'on a fait la demande qu'il soit retiré, il n'a pas été retiré, il est encore d'ailleurs dessus, je viens de le rechercher sur TripAdvisor à l'instant. Ma question, c'est que ce commentaire en fait a été déposé par une personne qui s'appelle Quest276270, qui est un pseudonyme en fait. Si aujourd'hui je veux créer un compte sur TripAdvisor, il me suffirait d'un email. Un email, je peux le créer en 2 minutes sur n'importe quel site. Si je vous laisse un commentaire sur Google en fait, ils vont me demander un numéro de téléphone portable. Pourquoi sur TripAdvisor on ne demande pas tout simplement un numéro de téléphone portable pour valider un compte, ce qui résoudrait, à mon sens, beaucoup de problèmes sur la légitimité des commentaires et sur le fait que des personnes soient des vrais consommateurs et laissent tout simplement leur vrai nom sur les commentaires, pas des quests, voilà, ce genre de pseudonyme. A priori, on ne peut pas dire aux gens comment s'enregistrer, donc nous, on garde bien sûr les coordonnées des personnes qui s'enregistrent sur TripAdvisor en tant qu'utilisateurs ou propriétaires, mais là, ils ont le droit de s'exprimer avec son vrai nom ou avec des alias, par exemple. Si vous estimez en tant que propriétaire de restaurant ou de l'établissement en général qu'un commentaire est faux, il faut tout de suite signaler le commentaire à TripAdvisor. Après, comme je disais à la dame tout à l'heure, il y a une démarche qui est suivie. Là, je ne peux pas parler de ces cas spécifiques parce que je ne sais pas. Je peux après, on peut perdre un peu de temps à discuter de ça, mais en général, l'idée, c'est que soit le propriétaire, soit les utilisateurs peuvent signaler un commentaire et après, il y a des équipes qui s'occupent exactement de ça, de vérifier la véridicité d'un commentaire et surtout de vérifier si les commentaires respectent les lignes guides de TripAdvisor. Après, TripAdvisor, c'est une compagnie globale, donc on a des lignes guides qui sont globales et qui doivent respecter la loi. Donc sur ces cas spécifiques, on peut en parler plus tard, mais je vous dis que la démarche à suivre, c'est toujours la même, c'est de signaler le commentaire et après de s'engager avec l'équipe de TripAdvisor pour avoir le problème solutionné. C'est ce qu'on a fait, on a effectivement signé les commentaires plusieurs fois, mais voilà, ça veut dire que trois modérateurs, en l'occurrence, considèrent que rombière n'est pas une insulte, et on dit que le commentaire, effectivement, rentrait dans les critères de TripAdvisor, qu'il n'y ait pas de spécificité à le retirer, il n'y avait pas d'intérêt à le retirer. Voilà, comme disait la dame, tout simplement, c'est des vendeuses qui finissent en pleurs, et voilà, faut les rassurer aussi, et ça demande beaucoup de démarches en interne, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, pour moi, à mon sens, demander tout simplement le numéro de téléphone portable résoudrait une grosse majorité des problèmes sur Trip. C'est vraiment le fait de pouvoir utiliser un pseudonyme. Demain, je veux créer un compte TripAdvisor, ok, je crée une adresse mail, je veux me déchaîner sur le voisin, voilà, je peux le faire, quoi, très facilement. Bon, je vois votre point de vue, bien sûr. Mais en général, on s'engage beaucoup avec ça, à combattre les faux avis ou à garder toujours un esprit cordial, disons, dans la plateforme. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il faut éduquer les consommateurs aussi. On s'est rendu compte qu'on est en train d'éduquer l'industrie, donc les restaurateurs, les hôteliers, les propriétaires des attractions, mais on n'a pas dédié assez de temps à éduquer les consommateurs. Là, c'est un des axes d'intervention sur lesquels moi, personnellement, je travaille en Europe. C'est exactement ça. C'est créer un outil avec les associations françaises, notamment et italiennes, dans ces cas-là, pour éduquer les consommateurs. Donc, on a eu une conférence lundi avec UNWTO qui était focalisée exactement sur ça, sur l'idée que c'est important d'éduquer les utilisateurs, soit laisser un avis qui respecte le fait qu'il y a des autres personnes qui travaillent dans un endroit, donc il faut respecter le travail des autres personnes, soit que ça soit qui ait du contenu, qui peuvent aider aux autres utilisateurs à avoir une valeur ajoutée quand ils regardent les commentaires et pas simplement avoir un commentaire laissé là. Merci. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée.